minutes près des 18 heures sonnant, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos visiteurs et redire d'ailleurs que nous essayerons de respecter l'horaire qui est souhaité par Vincent Scatolin, qui ensuite va renouveler la séance à Ferney. Hein? Et moi, je vais à Nancy. Et toi, tu vas à Nancy. Bon, bah, écoutez, on vous souhaite bon chemin. Hein, très bien. Sont présents messieurs Bertrand, madame Faure, monsieur Patro, madame Laurent, monsieur Bougette, madame Buchleger, monsieur de Rivière, monsieur Catrin, monsieur Cataneo, madame Dassin, madame Guel a donné procuration à monsieur Bertrand, Éric Giraud. Ensuite, madame Mullier a donné procuration à madame Faure. On lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement à madame Mullier. Je crois que ça va bien. Elle vient de sortir de l'hôpital. Elle est dans une rééducation active. Monsieur Mutin, procuration à madame Laurent, madame Benzo, madame Razolon-Jatovo, procuration à monsieur Patrois, monsieur Tézy, monsieur Benoît a donné procuration à madame Bouclier, madame Chenulu-Rafour, monsieur Dupré, madame Galabru et madame Gonzalez. Donc, comme vous le savez, la règle nous contraint à avoir un débat à propos de l'intercommunalité, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat, dit PLUIH. Et je renouvelle bien entendu bienvenue à nos interlocuteurs qui vont développer les arguments à propos du PLUIH et on interviendra évidemment si on le juge nécessaire, même si on ne juge pas nécessaire d'ailleurs, on a le droit d'intervenir à ce propos. Mais peut-être que l'on va essayer de respecter la donnée d'horaire pour être dans 1h15 avec la possibilité de libérer les acteurs de la commune, les acteurs de la communauté de communes qui s'occupent de cela. Voilà, donc je passe la parole à Vincent Scatolin. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir une nouvelle fois au sein de votre conseil municipal pour vous présenter à nouveau le projet d'aménagement et de développement durable du futur PLU intercommunal. On était présent au sein du conseil municipal il y a à peu près une année de cela pour vous présenter ce document qui a fait l'objet de plusieurs amendements qui ont été débattus en décembre dernier au sein du conseil communautaire. Pourquoi nous revenons vous voir aujourd'hui? Parce qu'à la lecture des 27 délibérations, ou plutôt compte rendu des conseils municipaux qui ont été pris à l'automne dernier, nous sommes aperçus qu'il y avait certaines failles juridiques ou certains vices de forme dans la rédaction de ces comptes rendus qui risquaient demain de fragiliser le futur PLU intercommunal. On le sait aujourd'hui, les documents d'urbanisme tombent quand ils sont attaqués devant le tribunal administratif, dans un premier temps sur des questions de forme, avant que les juges s'attaquent au fond. Donc nous avons décidé de refaire un débat qui va vous présenter le projet d'aménagement et de développement durable avec les amendements pris par le conseil communautaire du mois de décembre dernier, en espérant que cette fois les comptes rendus soient en bonne et due forme et que nous puissions poursuivre la marche visant à l'adoption de ce PLU intercommunal avant la fin de ce mandat. Outre les amendements qui nous seront présentés et qui ont été pris au conseil communautaire du mois de décembre, il y a également une modification qui a été apportée au niveau de ce qu'on appelle la mixité sociale suite à la conférence intercommunale des maires qui s'est tenue le 11 juillet dernier. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le cadre de la présentation. Et enfin, il y aura un deuxième temps de débat pour présenter les orientations du règlement local de publicité intercommunale qui fera l'objet d'une deuxième présentation. Donc sur le fond et les ambitions du projet politique, elles restent les mêmes. Elles tournent autour de trois grandes orientations. Maîtriser l'urbanisation du territoire, c'est-à-dire moins construire, mieux construire, et de manière plus cohérente sur l'ensemble du territoire. L'orientation 2, c'est promouvoir le PIGEX au
sein de la métropole genevoise, ce qui relève plutôt de la notion d'économie du territoire, de la dimension économique, valeur économique du territoire. Et enfin, sur l'orientation numéro 3, c'est retrouver l'authenticité de l'identité gessienne, c'est la préservation des grands paysages et du patrimoine actuel. Sur l'orientation numéro 1, les choix qui avaient été présentés dans le cadre du projet d'aménagement et de développement durable, qui vous avait été présenté à l'automne, n'ont pas subi de modifications majeures. L'objectif d'accueillir 20 000 habitants supplémentaires entre 2020 et 2030 n'a pas été remis en question. L'orientation qui visait à organiser le territoire autour de pôles urbains forts et complémentaires, à savoir 2 pôles d'agglomération centrale, celui autour de Ferney, Ornay-Prefsin et celui autour de Saint-Genis, Thoiry et Cergy n'a pas été remis en question. La réalisation d'un pôle administratif autour de Cessy-Gex n'a pas été remis en question également. Et la création d'un pôle thermal ou l'affirmation d'un pôle thermal et touristique autour de Divonne-les-Bains n'a également pas été remis en question. Il avait été décidé de réaliser ou de créer 2 pôles relais au sud du territoire, des communes de Peron et Collonges, qui doivent assumer des fonctions et qui doivent accueillir des équipements qui permettent aux autres communes du sud du territoire de s'appuyer sur ces communes pour avoir des équipements et des commerces supplémentaires. Il y a ensuite un niveau de développement supplémentaire qui est prévu avec ce que nous avons appelé des villages BHNS, donc c'est des communes situées le long de l'axe du bus à haut niveau de service, autour de Saint-Seny et autour de Mâconnais. Nous avons précisé qu'il y avait aussi le hameau de Villars-Tacon qui était situé à proximité du bus à haut niveau de service, c'est la modification que vous voyez en rouge. Et il y a également une strate sur les villes à préserver. Les villes d'Eschenvet et de Verzonnet, qui avaient dans un premier temps été identifiées comme des villes à maîtriser, ont souhaité passer dans un statut de ville à préserver, donc c'est-à-dire encore moins construire que ce que nous avions prévu pour elles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons supprimé la mention de ville à maîtriser. Donc maintenant nous avons soit des villes BHNS, soit des villes à préserver. Ensuite, dans le sud du pays de Gex et dans le nord, nous avons plutôt des communes rurales qui visent à conserver une identité villageoise. Et enfin, un statut particulier sur les communes de la Valserine pour lesquelles nous souhaitons accompagner le développement touristique et sur lesquels il y a des taux de croissance de population qui sont supérieurs à celles des communes rurales notamment. Pour la partie logement, je donne la parole à Michel. Oui, peut-être. Pardon. Pour cette première partie, j'ai toujours contesté le fait de chiffrer l'accueil des 20 000 habitants parce que on prévoit effectivement des parallèles d'équipement dans le cas où vient 20 000 habitants et dans le cas où il en vient 30 000. Parce que je crois que la limite donnée, ce n'est pas le souhait, c'est pas mon souhait. Simplement, j'ai toujours regretté qu'on ait sous-estimé le potentiel d'habitants qui peuvent venir, parce que parallèlement, on sous-estime les équipements qui seront à faire. Voilà, ça c'est une remarque que j'ai faite depuis le début. Hein. Si les 20 000 habitants à l'horizon 2030 peuvent être accueillis, si c'est le rythme de développement qui est évidemment pas de notre seule autorité, hein, le rythme de développement, parce qu'il y a évidemment des secteurs qui pourront se développer peut-être plus vite que d'autres, j'en sais rien, la ville sur la ville, etc. Donc là-dessus, je suis réservé à ce propos-là parce que ça limite les ambitions des équipements à venir. Voilà, mais je l'ai faite depuis le début, hein, je crois, cette remarque, c'est tout. Voilà. Par rapport à l'habitat, donc sur le fond, rien de changé sur la construction d'environ 12 000 logements à l'horizon 2030 sur une surface d'environ 300-400 hectares. Je sais, M. Bertrand, que vous avez toujours également contesté ce chiffre, donc vous êtes... Non, pas du tout, pas sur les surfaces à construire. Non, vous avez... par rapport aux 12 000 logements, non, pas... Non, mais parce que... mais pas par rapport aux 300 à 400 hectares. Je crois qu'il ne faut pas qu'on confonde. J'ai toujours été pour le maintien de la tâche urbaine,
c'était Oui, mais tout à fait. un enjeu important. Construire environ 12 000 logements, mais je me dis que ça va être quand même un challenge particulier. Comment on fera si en 2027, eh bien, nous sommes à 12 000 logements construits? Je ne sais pas, moi je ne sais pas répondre à cette question. C'était ça le grand enjeu. Quant à l'enjeu qui m'apparaît principal, très honnêtement, c'est la tâche urbaine. Oui, tout à fait. Bien, je poursuis. Peu de changements donc dans le premier paragraphe, si ce n'est que par rapport aux structures bâties caractéristiques du Pays de Gex, les élus ont souhaité rajouter également certains quartiers pavillonnaires d'intérêt. Par rapport à lutter contre les situations d'exclusion du marché de l'accession de la location et de la location privée, rien de changé. Là où il y a un changement d'importance, c'est par rapport à la mixité sociale. Ce qui vous avait été présenté, c'était poursuivre la dynamique de production de logements locatifs sociaux permettant de répondre aux objectifs SRU, à savoir 25% dans les pôles, un effort demandé dans les villes BHNS et à maîtriser, et une contribution adaptée pour les autres. Cette façon de calculer le pourcentage de logements sociaux n'a pas été retenue par le Conseil communautaire qui a souhaité donc le changer en imposant la réalisation de logements locatifs sociaux dans chaque commune du Pays de Gex et en construisant un parc de logements qui soit constitué de 25% de logements locatifs sociaux en 2030. Voilà, donc à partir de là, donc j'ai essayé de travailler par rapport à ce qui était souhaité par les élus, et ça n'a pas été possible. On se rend bien compte que atteindre 25% sur l'ensemble du territoire à 2030, c'est mission impossible. C'est pourquoi j'ai proposé un amendement à la conférence intercommunale des maires. Cet amendement indique imposer dans chaque commune une production de logements sociaux tenant compte de l'armature urbaine et du parc social déjà existant. Mais, vous m'interrompez? Oui, simplement, c'est très ambigu cette donnée-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir très peu ou quasiment pas de logements sociaux dans certaines communes. Non, parce que je souhaiterais qu'il y ait quand même... on avait dit que par trame d'importance des communes, on pouvait avoir un souhait d'un pourcentage. J'aimerais le voir apparaître. Monsieur Bertrand, je vous rappelle qu'un PADD, c'est une orientation. Cette orientation va être déclinée ensuite dans le PLH. Et ce travail vous a été déjà présenté une fois. Non, mais ça m'empêche absolument pas de repréciser le vœu que j'avais émis. Mais bien sûr, mais il a été entendu, M. Bertrand, toutes les communes participeront à l'effort de logement social, mais selon l'armature urbaine. Les communes SRU comme Saint-Genis, par exemple, vous êtes peu, la commune est peu impactée puisque son taux de logement social, je veux dire, est largement suffisant. Hein, vous atteignez les 25%. Nous sommes au 25%, oui. Oui, 25%. Simplement, donc les communes SRU qui sont dans l'obligation d'avoir une production de logements sociaux de 25%, voire même un peu plus, pour ne pas perdre ce bénéfice des 25%. Ensuite, la déclinaison, c'est les communes de plus de 3500 habitants qui seront soumises à la loi SRU si une commune du Pays de Gex atteint 15 000 habitants, donc à ce moment-là, elles basculeront dans la loi SRU. Donc ce sont les communes de Divonne, de Cessy et de Gex qui, elles, donc, ont un pourcentage de logements sociaux plus élevé, on prévoit déjà le rattrapage. Gex à son taux, plus de 25% déjà, Cessy bien sûr que non, et Divonne non plus. Voilà. Mais il n'y a pas que ces communes-là qui n'ont pas les 25%. Attendez. Oui, mais vous avez, avez Prefsaint et vous avez Thoiry qui n'ont pas les 25%. Prefsaint et Thoiry sont à 30% de logements sociaux minimum. Oui, mais le rattrapage dans le cadre on n'a pas déterminé le nombre de logements qui provoquaient l'obligation de logements sociaux. Parce qu'on avait, à l'époque, on s'était interrogé pour les petites opérations. Moi, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un taux à avoir, mais on n'a pas déterminé quel était le pourcentage qui pouvait être exigé dans les communes qui étaient tellement loin des 25%. Je veux dire,
que là, je veux bien que de temps en temps on nous dise on va passer à 30%, mais il y en a, c'est insuffisant. Hein. Alors, Monsieur Bertrand, sans vouloir que ce soit 100%. Je suis entièrement d'accord avec vous. On a essayé, on a calculé de toutes les façons possibles. La difficulté, c'est que des pourcentages très importants de logements sociaux font que comment dire, les opérations ne sortent pas, la plupart du temps. Alors, attendez, je n'en ai pas terminé. Donc, j'ai rencontré les services de l'État et je leur ai demandé donc de nous aider à travailler par rapport à ce pourcentage de logements sociaux et par rapport au bilan triennal. Le bilan, vous savez, vous le savez, peut-être mes collègues ne le savent pas, c'est que le bilan triennal, c'est tous les 3 ans, calcule le pourcentage de logements sociaux pour les communes et SRU. Le dernier bilan triennal est en 2025. Donc en 2025, les communes qui sont en rattrapage n'arriveront pas à atteindre leur taux. Donc j'ai vu avec les services de l'État qui nous permettent d'avoir une progression jusqu'en 2030. Oui, mais je suis d'accord là-dessus, parce qu'on sait bien, mathématiquement, ça ne serait pas possible. Mais quel est le pourcentage exigé maintenant dans les nouveaux programmes de ces communes en logements sociaux? Je veux dire, si on dit demain elles auront aussi 30%, elles ne rattraperont jamais. Non, mais je crois qu'il faut qu'il y ait une progression. Monsieur Bertrand, elles sont bien plus. Mais sachez quand même que le PLH est en cours de travail. Donc, je peux vous donner des chiffres si vous voulez, mais par exemple, il y a certaines productions de logements sociaux à Thoiry, c'est 45%. À oui, mais si c'est des petits programmes, Madame Chenu, le problème, c'est qu'on nous fait le coup chaque fois de nous répéter la même chose. C'est des programmes minimalistes, donc on peut faire du 100%. Le dernier programme que j'ai entendu, c'était à Divonne, ils sont à 30%, c'est ça, hein? Tu me reprends. C'était 40%. Ah, c'était 40, ok. Bon, l'avant qui rattrape, on n'aura plus mal aux dents. Simplement, il faut quand même dire, vous êtes à combien actuellement, Divonne? C'est à 13 ou... Non, on est aux alentours de 15%. Aux alentours, pardon, excusez-moi. 15% au lieu des 25%. Voilà. Hein? Très bien. Oui. Là, vous avez dit au début, c'était suite à la conférence des maires, excusez-moi. Mais la conférence des maires, pour moi, c'est pas un organe décisionnel. Hein. Alors, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, parce qu'à la conférence des maires, il y a des choses qui se disent, que les choses sont conseillers communautaires, je ne sais pas, ils suivent, je ne sais pas comment exprimer ça, mais franchement, c'est au conseil communautaire que ça se décide. C'est pas la conférence des maires. Moi, je regrette cette histoire de conférence des maires. Je ne dis pas que c'est mal, mais moi, je trouve que ça passe par-dessus les conseillers communautaires. Et ça me gêne beaucoup. Je vous rappelle quand même, monsieur Bouget, que ce PADD qui vous est présenté maintenant va être ensuite présenté à la... Excusez-moi, vous avez fait référence à la conférence des maires. Oui, bien sûr, bien sûr. Et la conférence des maires, je suis désolé, c'est pas un organe décisionnel. Je veux dire, cet amendement, on l'a travaillé et on l'a présenté à la conférence des maires, et les maires ont acté. Oui, mais les maires l'ont acté, mais je vous dis, Monsieur Bouget, je n'en ai pas terminé. Donc cet amendement a été acté. Ensuite, cet amendement sera présenté donc, au Conseil communautaire. Le PADD va être représenté au Conseil communautaire. Non mais, Madame Chenu, c'est vrai que ça a été présenté, accepté par une majorité de gens du Conseil des maires. Par vous-même, monsieur Bertrand? Non. On n'a pas voté. C'était le Conseil des maires. Non, le Conseil, non, pas du tout. Sans vouloir... Monsieur Bertrand, vous êtes... Non, madame, écoutez, je sais, sur ce sujet-là, il n'y a pas d'erreur. Le problème qui va se poser, c'est que les références au Conseil des maires sont des références à une assemblée informelle, quasiment. Hein, parce que ensuite, ça ne pourra être une décision que de la communauté de communes. Hein, c'est ça. Donc, je crois qu'après l'argumentation du Conseil des maires, ça s'est passé, il y a eu la discussion, il n'y a pas eu de vote d'ailleurs, parce qu'il y aurait eu des nuances, évidemment, mais simplement, oui, c'est un des éléments. Ce qui inquiète des collègues qui ne sont pas maires et qui sont délégués communautaires, c'est-à-dire que c'est une assemblée parallèle, et que c'est une assemblée parallèle à l'assemblée officielle. Donc voilà, mais
ça pourrait être un groupe de travail, ça pourrait être... Voilà. Je vous propose, puisque ce soir nous vous représentons le PAVD, si vous estimez ne pas pouvoir accepter cet amendement, vous êtes tous, c'est tout à fait votre choix de ne pas le faire. Donc vous pouvez ne pas acter cet amendement, je veux dire là au sein de votre conseil municipal. Non, mais le seul problème avec les logements sociaux, comprenez, on est quasiment défiant. Non pas forcément, mais on est défiant parce qu'il y a des années que la promesse de rééquilibre a été faite et qu'elle ne s'est jamais réalisée. Alors aujourd'hui, on est vigilant puisqu'il y a un document qui permet d'imposer cela. C'est ça. Hein. C'est pas du tout autre chose. Et nous, on pense qu'effectivement, il y a une donnée sociale importante qui a été, en tout cas, pas remplie dans toutes les communes qui en avaient l'obligation. Voilà. Alors, je vais terminer l'obligation morale, parce qu'il y en a qui n'avaient pas l'obligation légale. Par rapport, je vous ai dit tout à l'heure que toutes les communes participeront à l'effort de logement social, donc ce qui veut dire toutes les communes, aussi bien les communes rurales. Oui, mais dans quelle proportion? À hauteur de 20%. Toutes les communes. Hauteur minimum de 20% dans tous les nouveaux programmes. Voilà. Oui, absolument. Mais ça, c'est... Absolument. Je sais que c'est pas mal. Sauf que pour le programme déclencheur, quel sera le minimum de logements, parce qu'on a vu que c'était difficile dans des opérations de 4-5 logements d'arriver à faire ça. Alors, oui. Est-ce que c'est... Parce que c'est un point assez important, hein, on le voit dans les petits programmes qui viennent, ils essayent tous de nous proposer 4 logements. Hein. Pour les communes à 20%, le minimum déclencheur c'est 5 plus 1. C'est 4 plus 1, pardon. 4 plus 1. Et pour les communes à 25%, c'est 4, c'est 3 plus 1. Non, c'est pas 3 plus 1. Ah, demain. Ah oui, parce que c'est beaucoup. Voilà, je pense que dans les petits programmes, c'est beaucoup. Non, très honnêtement, je pense, pourtant je défends le principe du logement social intégré, mais je pense que ce n'est pas possible. Hein, et je pense que si vous avez un lotissement de 3 logements, imposer qu'il y ait un logement social. 3 plus 1. Oui, mais on va avoir que des lotissements de 3 qui vont être les uns à côté des autres. Hein, c'est comme ça. Donc, moi, je crois que la règle devrait être un petit peu assouplie à ce propos-là. Pareil pour les petits villages, où ils auront des petits programmes. Hein, je pense que, voilà. Vous voyez, hein, ça veut dire que peut-être qu'on peut monter à 7 pour provoquer un logement social. Parce que le problème, c'est l'absorption du financement du logement social dans un programme. Autrement, nous en proposerons en dessous du seuil qui déclenche. Voilà. Oui, mais bon, à partir de 7, il est possible d'intégrer la dépense d'un logement social. C'est ça. Hein, voilà. Hein, voilà. Je pense que, en tout cas, le 3 plus 1, ça va être... On n'en verra plus, quoi. Hein, à mon avis, ça sera 2 fois 3 plus 1. Ça sera 2 fois 3, quoi. Pardon. Et ça, c'est... Comment on fera si on a des lotissements comme ça qui se font... alors des lotissements, parce que pour le reste, c'est un petit peu différent. Enfin, il y a des petits ensembles dans des communes voisines. Je ne sais pas comment... Voilà. Bon, écoutez, c'est à réfléchir là-dessus, c'est tout. Hein. D'accord. Alors, donc je poursuis par rapport aux modifications. La modification la plus importante, c'est mettre en œuvre une stratégie foncière visant à réduire les coûts de la charge foncière et donc les prix immobiliers. C'est le deuxième item. Assurer la capacité de mobilisation des ressources foncières par rapport à un événement exceptionnel. Donc certains élus du Sud ont demandé à rajouter ou s'il y a menace sur la viabilité des équipements. C'est-à-dire? Voilà, parce que certains élus je crois que c'était Chalais d'ailleurs, qui craignaient au cas où la commune ait besoin d'implanter une école supplémentaire de ne pas avoir le foncier nécessaire. Donc,
de ne pas donc de pouvoir faire des changements dans le zonage par rapport à l'équipement. C'est ça. C'est uniquement ça. Mettre en œuvre une stratégie foncière visant à réduire les coûts de charges foncières et donc les prix immobiliers. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu cette démarche-là et nous dire quels sont les moyens? Alors à l'heure actuelle, donc, est en cours d'élaboration un plan d'intervention foncière. Donc, savoir également répondre. Nous sommes en train de travailler sur la stratégie à adopter justement pour intervenir sur le foncier par rapport à... Donc, c'est difficile pour moi parce que je n'ai pas encore le résultat du travail qui est en cours. Donc, je viendrai vous présenter le PIF, monsieur Vertouot. Pardon? Je viendrai vous le présenter. Oui, volontiers, mais parce que je vois la difficulté qu'il y a à une intervention sur les propriétés privées, par exemple, hein, de participation à l'achat pour diminuer le prix global ou le prix de cession d'une opération. Donc, je m'interroge comment est-ce que l'on peut faire. Ça ne doit pas être simple, cette donnée-là. Hein. Est-ce que les vendeurs accepteront des prix qui seraient inférieurs au marché? Ça va être un vrai problème. Hein. Oui, il y a tout un travail qui est en cours et je vous propose de venir vous le présenter dès que je l'aurai. Parce que vous savez quelle était la méthode avant. Il y avait une méthode. C'est-à-dire qu'on pouvait donner une surdensification parce qu'il y avait du logement social, ce qui faisait diminuer la charge foncière. Voilà. Est-ce que cette méthode-là, qui était la méthode qui pouvait être utilisée, elle n'a pas été très souvent utilisée, mais est-ce que cette méthode va rester une des méthodes possibles? Parce que ça va être quand même un des vrais problèmes. Hein. Je pense aujourd'hui sur les questions de surdensité, de densité supplémentaire offerte pour certaines caractéristiques de programme, je crois que ça n'existe même plus aujourd'hui. Ça existe peut-être sur certains sujets, mais... C'était lié uniquement au logement social. Oui, c'est ça. Donc, à vérifier si cette disposition est viable ou pas. Ensuite, pour moi, ça relève aussi d'un investissement de la collectivité, de la communauté de communes peut-être, ou d'un accompagnement des communes sur la mise en place de réserves foncières qui permettront demain de développer des projets ou à court ou moyen terme sur du logement social ou abordable, par exemple. Qui peut être un sujet sur le prix de l'immobilier. Le risque de ça, c'est d'arriver après, parce qu'avec des interventions foncières de cette nature, à des ghettos qui font qu'on construit, on achète un terrain et on fait ça. Alors il y avait l'autre méthode qui était de participer au montant par logement, c'est-à-dire pour diminuer le coût, ce que faisait, je crois, le département. Donc, mais là, le risque de faire des réserves foncières pour le logement social, c'est conduire forcément à un moment donné à une forme de ghetto. C'est quand même un sujet qui va être un sujet important. Ça a quand même été le cas sur Chloride, qui était en carence. Donc il y a eu une réserve foncière obligatoire faite à la demande du préfet pour justement mettre en place une opération de 100% de logement social. Oui, non, mais ça, parce que là l'écart était tellement important, oui. Mais le vendeur, il a vendu, il vendait, je crois qu'il a retiré la vente, il vendait au prix du marché. Alors comment la communauté de communes intervient dans ce cas-là sans participer à la surenchère foncière? C'était ça, mais le problème il existe depuis longtemps par le fait qu'il y avait une aide par logement pour faire diminuer le coût du logement et qui permettait d'intégrer du logement social, mais et non pas de faire des secteurs. C'était... C'est pas le but. C'est pas le but, non. Ou alors il faut classer des nouveaux terrains dans une mixité. Alors,
ça serait un paradoxe entre nous. Hein, ça serait... Voilà. Mais ça va être un des sujets qui est important dans le PageX. Hein. Là, on va parler, passer à la mobilité. Donc, les orientations qui avaient été présentées au l'automne 2017. Connecter le PageX au cœur de l'agglomération de Genève en transport collectif performant. Ça, bien sûr, c'est une orientation qui reste. Il y a le prolongé de Mérin jusqu'à le tramway de Mérin jusqu'à Saint-Denis, ça prendra peut-être un peu trop tard, mais bon, je pense qu'à l'horizon 2030, on peut le garder comme orientation. Connecter les pôles urbains entre eux en transport collectif. Mettre en œuvre les lignes de bus en reliant les pôles urbains, c'est une action qui commence, puisque au mois de décembre, je rappelle qu'on va relier notre Thoiry à Ferney-Voltaire et à l'aéroport en passant par Saint-Gilles et Cofsin. Ce qui a été un peu modifié, c'est le tracé de la ligne ferroviaire qu'on voulait préserver à des fins de mobilité. Ce qui a été demandé par le Conseil communautaire, c'est à court terme de permettre de la mobilité douce ou des mobilités électriques autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mobilité électrique autonome là? Alors, il y a des... Ça se développe, c'est quelque chose, je ne sais pas où ce sera en 2030, mais c'est quelque chose qui se développe pas mal, puisque à Genève, les TPG viennent de mettre en service leur premier bus sans chauffeur. Oui, mais ça, c'est... quel rapport avec la ligne ferroviaire là? Sur l'emprise, il y a des conseillers communautaires qui ont demandé ça, qu'on utilise l'emprise pour mettre dessus des bus autonomes ou des voitures autonomes. Alors c'est peut-être un horizon un peu plus lointain, c'est certes, mais ça a été demandé, ça a été acté pendant le conseil communautaire. Et à moyen terme, éventuellement aussi du transport ferroviaire. Je rappelle, nous on a rencontré les SNCF Réseau, ils nous ont bien indiqué qu'ils ne vendraient jamais cette emprise, parce qu'ils disent qu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus long terme, il peut y avoir besoin d'un transport ferroviaire dans le pays. Mais personne ne prétend l'acheter. Non, bien sûr, mais Parce que... Donc ça veut dire qu'à moyen terme ou long terme, ça peut devenir une ligne ferroviaire. En attendant, je pense que c'est surtout de la mobilité douce. Oui, c'est ça, je crois. Très honnêtement, on attend tout cela. Hein. Dans la valorisation des gares du PageX, on a demandé de rajouter Collonges à Pointe-Train et Pouilly. On nous a demandé aussi de développer un transport en commun entre la Valserine et le BHNS de Gex, et aussi de desservir les hameaux du PageX. Oui. Dans ces gares, pourquoi on ne met pas aussi la gare de Mérin, qui est proche? Pourquoi pas, mais disons que oui, c'est possible, mais Oui, mais c'est... la gare de Pointe-Train paraît plus accessible de laquelle c'est... C'est pareil, il y a aussi... Alors, je crois que la stratégie qui consiste à aller vers toutes les gares du Léman Express, elle est là. Alors qu'on aille vers la gare de Mérin, on va aussi, il y a une ligne de bus qui, à partir du mois de décembre, va aller vers la gare des Tuileries, on va rejoindre la gare de Versoix. Il est question que le HNS à terme rejoigne non plus la gare Cornavin, mais la gare de Sécheron, etc. On va déjà vers Coppet. Alors, je pense que toutes les gares du Léman Express sont attractives. Maintenant, la Plaine aussi, bien sûr. Alors, on a plutôt voulu montrer Pointe-Train comme une gare du PageX. Articuler transport et urbanisme, c'est-à-dire organiser des rabattements de TC vers les transports en commun en Bretagne, et de densifier les axes de transport en commun structurants type HNS, tout en conservant les caractéristiques des communes traversées. Et puis, desservir les secteurs d'activité structurants qui concernent le technoparc de Saint-Gilles-Pouilly, la ZAC de Ferney-Voltaire Innovation et les pôles commerciaux de Val-Thoiry, Cessy-Semis et la Landry. Là-dessus, il n'y avait pas eu de modification. Ensuite, il y avait le réseau cyclable, alors un réseau cyclable intercommunal, enfin si je parle de l'accessibilité au réseau de transport collectif. Et puis, répondre aux enjeux de mobilité interne, c'est aussi des développements demandés sur les routes. Il y a la fameuse liaison RD35, RD1005, et qui, à la demande des élus communautaires, a été modifiée en demandant de minimiser les impacts sur le cadre de vie et la tranquillité des habitants. Donc il y aura des emplacements réservés et des EAP de transport qui viendront préciser la forme
et le tracé les plus adaptés. Je sais pas, mais là, il y a quelque chose prolongé, la mise à 2 fois 2 voies de la RD 884 en direction de Ferney. C'était en direction de la 1005, qui était le vœu. Il y a deux choses, monsieur le maire. Il y a RD 35 et RD 1005, c'est la première. Réaliser la connexion entre la RD 1005 et la RD 35, ça c'est à partir du Non, parce qu'on sait tous là qu'il y a une petite difficulté. Est-ce qu'on va finir avec un document qui va tracer ce barreau? Oui, est-ce qu'on va... C'est l'objectif, oui. La prolongation de la RD de 884 en prolongation de Ferney-Voltaire en direction de Ferney, ça c'est un autre objectif qui a aussi été étudié dans un autre étude. Et puis anticiper l'impact sur le territoire gicien du développement autoroute en Suisse, l'échangeur de Versoix et au sud, la connexion à la 40. Et enfin, planifier les contournements des villages du nord du Pays de Gex. Réglementation du stationnement privé, ça aussi on en a discuté, ce sera un élément qui sera compris dans le PLUIH. Et permettre la libération d'espace public via une politique de stationnement adaptée, c'est-à-dire définir s'il faut des zones bleues, etc. Alors, nous on n'est pas d'accord sur définir une réglementation en imposant du stationnement en fonction de la typologie des logements et de leur localisation. Nous, on n'est pas d'accord. On dit que dans un petit logement, il peut y avoir 2 personnes qui ont chacune une voiture et que ces problèmes-là, on ne les résout pas en excluant des problèmes de stationnement, ou en les minimisant. Donc, c'est un des points, on l'a dit régulièrement, et de leur localisation, que le gars, que les personnes en cause habitent à Ferney, à Saint-Genis ou ailleurs, le problème du stationnement des voitures, d'ailleurs, on voit bien que ça évolue, y compris dans ceux qui étaient les plus fermés au problème des parkings, on voit bien que ça évolue aussi, que le besoin des habitants, il est d'avoir des places de parking. Et s'ils ne les utilisent pas, eh bien, ils les utilisent à d'autres fins. C'est ça, on le sait bien. Quand on parle de localisation, c'est pas tellement sur Gex, Ferney ou Thoiry, etc. C'est plutôt par rapport à la proximité d'un transport en commun. Oui, justement, ça j'ai bien compris, mais ça n'empêche pas. Tu peux habiter à côté d'une ligne de bus et tu ne vas pas dans la direction de la ligne de bus. Tu vas dans d'autres directions. À mon avis, en diminuant le nombre de parkings potentiels par logement, on fait un cadeau au promoteur. Voilà, c'est ça qui est mon regret. Et on pénalise les habitants parce qu'évidemment, ils auront besoin de ces places. Ce qu'ils mettent dans leur garage, ce n'est pas forcément leur voiture. Ça, on le sait bien. Et on ne va pas au travail. Non, je suis à toi aussi. Je peux me permettre une question, s'il vous Oui. plaît? Pour le problème de parking, est-ce que vous pensez que ça va résoudre les parkings sauvages des personnes qui prennent les transports en commun pour aller à la gare, à l'aéroport ou les choses comme ça? Parce que ça, c'est un point noir dans le Pays de Gex, je pense. Oui, je vais bien vous répondre. Alors, ça c'est la libération d'espace public via une politique de stationnement adaptée. Il y a déjà des communes comme Ferney-Voltaire qui ont institué pas mal de zones bleues. Ça permet d'éviter ce genre de problème. On voit aussi des... Oui, c'est vrai ce que tu dis, sauf que qu'est-ce qu'ils font avec leur voiture, les gens qui ont besoin de se rendre au point de ralliement du transport collectif? Qu'est-ce qu'ils font de leur voiture? Alors, il y a des initiatives privées qui commencent à... Ah oui, il y en a une d'ailleurs sur notre commune à Ornay, qui s'appelle MDS, vous pouvez garer votre voiture et vous disposez d'une navette qui vous emmène à l'aéroport. Et j'ai lu dans la presse qu'il y en avait une autre qui était en création dans le Pays de Gex aussi. Donc c'est des centres de parking avec des navettes vers l'aéroport. Ensuite, non, mais ça, et puis, bon, il y a bien sûr oui. une politique de parking relais qui est à mettre en place. Ça, il y a une étude en cours au de ça. C'est pas une question sur... Je passe la parole à Vincent. J'ai fini, moi. Pour en venir maintenant au niveau des équipements, qui est un autre sujet important. Donc le sujet d'avoir une salle de spectacle d'envergure polyvalente au sein d'un pôle urbain
correspondant à des besoins d'une agglomération de plus de 100 000 habitants, ça n'a pas été remis en question par le conseil communautaire. Sur la mise à niveau des équipements scolaires et sportifs, il a été précisé que le lycée serait situé dans le pôle Gex-Cécy et non dans le nord du pays de Gex, dans le nord gessien comme on l'avait évoqué préalablement. Et 2 collèges publics sont prévus, un dans le secteur de Thoiry et un autre dans le secteur BHNS. Je crois même que le choix aujourd'hui a été arrêté du côté d'Ornay. Il s'agira également de développer les écoles primaires et maternelles en réponse à des besoins nouveaux et d'inciter les projets intercommunaux. La traduction réglementaire, c'est d'identifier des terrains qui pourraient être réservés pour les extensions ou les créations de ce type d'équipement. Suite à un débat que nous avons eu au conseil communautaire, on parle plutôt maintenant d'améliorer le taux d'accueil des enfants de moins de 3 ans, plutôt que de le maintenir tel qu'il est aujourd'hui. Ça signifie qu'il s'agira d'augmenter la création de places en crèche et du coup de prévoir l'implantation à la fois des crèches publiques supplémentaires et de crèches privées. Nous avons également, à la demande du conseil communautaire, précisé les différents modes de garde. Donc, il peut s'agir de relais d'assistance maternelle, de maisons d'assistance maternelle, de pouponnières et également de garderie. Et enfin, la dernière précision qui a été apportée, c'est de localiser le projet de maison familiale rurale avec internat sur la commune de Farges. C'est un projet d'ailleurs qui pourrait même voir le jour avant le PLU intercommunal. Et enfin, sur les équipements sportifs, il s'agira de permettre, à travers la réglementation du PLU intercommunal, la réalisation des projets d'équipement nécessaires sur les territoires. On a cité comme exemple des terrains de foot dans le sud gessien. Il y en a d'autres. Oui. Parce que là, améliorer le taux d'accueil des enfants, je ne sais pas, ça veut dire quoi? C'est pas augmenter? Améliorer, ça veut dire quoi? Parce que pour moi, ça serait plutôt de l'augmenter, quoi. Mais c'est augmenté. La base, le débat qu'on avait eu au conseil communautaire et qui avait fait l'objet de beaucoup de discussions, c'est qu'on était parti sur un principe de maintenir le taux d'accueil qui est aujourd'hui celui de la communauté de communes du Pays de Gex. Je crois que ce débat en commission affaires sociales il avait eu lieu au conseil communautaire et on est venu aujourd'hui sur une position qui n'est pas de le maintenir mais qui est au contraire de l'augmenter. Donc ça signifie, quand on parle d'améliorer, c'est augmenter, ça signifie qu'il y aura plus de places en crèche que ce qui était prévu initialement dans les planifications à 2025-2030 depuis la date exacte des plans crèche qui avaient été présentés. Très honnêtement, je me pose la question à propos de la maison familiale rurale à Farges. Je veux dire que ça, bon, effectivement, ça fait longtemps que ça mijote cette opération. Est-ce que c'est très rationnel de faire des équipements de cette nature-là dans des villages? Je m'interroge en disant que les arrosages, on a fait le cric à Chevry, cette fameuse structure, et les gens qui veulent y aller, c'est très compliqué, quoi, Et là, maison familiale, alors je ne remets pas en question, mais je me dis que ces arrosages politico-arrangés, c'est pas forcément raisonné. Parce qu'une maison familiale, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y aura des jeunes qui vont venir d'ailleurs, qui vont même être internes, c'est ça, mais enfin, il faut qu'ils y aillent, quoi. Et puis les internes, dans ces maisons familiales, ils sont souvent majeurs, et ils sortent. Je me demande des fois, voilà, mais c'est vrai que la commune de Farges s'est beaucoup investie dans cette donnée-là, c'est pas du tout, mais je me dis que peut-être là, il ne faudrait pas renouveler peut-être ce genre de choses. Là, c'est avancé, mais je ne crois pas que ce soit très bien. Sur la question de sa localisation, ça fait aussi l'objet d'une étude. Je crois qu'il y a un chargé de mission qui s'est installé, qui a mené une étude copilotée entre la communauté de communes du Pays de Gex et la région. Je pense que peut-être le pôle des affaires sociales ou la commission économique pourra vous apporter des éléments de réponse sur l'étude. Voilà. Je ne conteste pas a priori, c'est une réflexion. C'est la question que beaucoup de gens se posent. Ce n'est pas la première fois qu'on l'entend dans les conseils municipaux. De savoir pourquoi à Farges et est-ce que c'est le lieu le mieux localisé. C'est aussi la conséquence de l'étude. Surtout, je leur souhaite du plaisir quand ils vont vouloir sortir le soir. Il y a le bar de la Poste. Oui. Oui. Il y a le bar de la Poste, c'est vrai. On va peut-être pérenniser un commerce. Non, mais je... Ensuite, sur les équipements de soins, plusieurs modifications ont été apportées.
Le premier, il avait été ciblé au départ d'implanter un équipement de santé sur l'agglomération Ferney en Épreuve-Saint. Ce projet, cette localisation a été élargie à l'ensemble des pôles urbains, parce que les projets d'équipement de santé, il peut y en avoir sur l'ensemble des pôles urbains, avec des complémentarités qui peuvent se trouver. Nous avons identifié le développement d'un centre de soins non programmés, non plus à l'hôpital de Tougin, ça ne s'appelle plus comme ça, mais au centre hospitalier du Pays de Gex. C'est le nom de maintenant. Ça. On en a délibéré à plusieurs reprises. Une mention a été faite sur l'affirmation des rôles de maisons de santé pluridisciplinaires en notant qu'il fallait développer la télémédecine. C'était une volonté des élus. Et enfin, il y avait un projet à Peron d'implanter un centre d'accompagnement des maladies neurodégénératives de type Alzheimer, qui est déjà en cours lui aussi, et qui n'avait pas été identifié, donc nous l'avons porté dans le cadre du PADD. Vous noterez qu'il y a une mention qui a été enlevée, c'était faciliter l'accès en direction de l'hôpital de Saint-Julien. C'est une action que nous allons remonter au niveau du schéma de cohérence territoriale, parce que concrètement, il était difficile de trouver une traduction réglementaire pour rendre réalisable cette action. Sur les équipements liés aux personnes âgées, on nous précise qu'il est important de développer des EHPAD, on précise qu'il est important de développer d'autres types d'établissements d'accueil pour personnes âgées, les MARPA, les PUV sur l'ensemble du Pays de Gex, de faire la promotion des résidences seniors et de créer un institut médico-éducatif à Perron. Là-dessus, il n'y a pas eu de modification. Sur la gestion des déchets, pas de modification non plus, à l'exception de localiser l'implantation d'une fourrière dans le cadre du PLU intercommunal. Alors, c'est mis dans les déchets, c'est mal placé, c'est mal situé, mais en fait, le débat a eu lieu quand on a parlé des déchets. Donc, les services ont noté ça sous l'item déchets, mais je pense qu'on le portera ailleurs, parce qu'il y a une étude aujourd'hui qui est en cours pour déterminer si la fourrière se met en place ou elle doit se mettre en place. Et sur la politique foncière garante de la réalisation des équipements publics, il n'y a pas eu de modification dans les actions proposées. Sur la ressource en eau, donc la position qui est retenue, c'est de faire coller notre développement urbain et les ambitions de notre développement urbain aux capacités d'approvisionnement en eau potable actuelles, avec les différentes ressources qui sont en train d'être identifiées sur le territoire. Et c'est la même chose pour la question des eaux usées, donc c'est le terme en la diversifiant, c'est en parlant des nouvelles ressources en eau qui a été ajouté. Et enfin, une mention a été faite également sur la gestion des eaux usées sur le territoire. L'idée, c'est d'identifier un secteur dans le sud-gessien pour y implanter une station d'épuration. Ça ne sera pas pour la construire peut-être dans la durée du PLU intercommunal, mais c'est pour doter le territoire d'éléments de négociation et de pression. Si nous nous retrouvons dans une situation qui est celle que nous avons connue au début de ce mandat avec les SIG, sur l'augmentation du prix du traitement des effluents en lien avec les questions de taux de change, qui a été complexe pour trouver une issue la moins défavorable possible au territoire. Donc là on se dit, si on doit se retrouver dans la même situation, il faut qu'on puisse être en mesure de redevenir autonome le cas échéant. Donc cette step doit être localisée dans le sud-gessien, des précisions seront apportées, je pense, d'ici la fin de l'année. Sur la gestion des eaux pluviales, il n'y a pas eu de remarques. Sur l'item protéger notre population et du coup limiter l'exposition des populations aux risques technologiques, industriels et naturels, les orientations que nous avions proposées restent identiques, c'est-à-dire d'éviter de construire dans les secteurs soumis à des risques spécifiques. Et enfin, l'objectif d'encadrer les projets d'aménagement le long des axes de transport qui sont source de nuisances sont également des objectifs qui n'ont pas été remis en question dans le cadre des débats que nous avons eus. Enfin, sur cette première orientation, la dernière action, c'est la mise en œuvre du label Territoire à énergie positive qui a obtenu la communauté de communes du Pays de Gex et qui repose sur 4 grandes actions. La première, c'est développer l'indépendance énergétique du Pays de Gex en favorisant le recours à des énergies renouvelables locales. La deuxième, c'est de développer les réseaux de chaleur sur l'ensemble du territoire.
La troisième, c'est optimiser l'exploitation et la valorisation des énergies de récupération. Et enfin, c'est de conforter l'amélioration des performances énergétiques du bâtiment. Il y a toute une série d'actions qui sont déjà aujourd'hui engagées par la communauté de communes du Pays de Gex et qui trouveront une traduction réglementaire dans le cadre du PLU intercommunal. Je peux revenir, si vous le souhaitez, sur les différentes actions. Elles ont déjà été présentées et elles n'ont pas fait l'objet de remarques. Énergie fatale du CERN. L'énergie fatale du CERN, c'est le le réseau de chaleur de la ZAC qui va permettre d'alimenter à la fois le nouveau quartier à Ferney-Voltaire, mais également une partie de Ferney-Voltaire, des quartiers existants et de Pressin. Et c'est des sujets de réseau de chaleur. Je crois qu'il y a des études en cours sur d'autres secteurs du territoire pour développer d'autres réseaux de chaleur. Oui, ça serait possible, peut-être sur le coup, Oui, tout à fait. notamment avec Sergi, enfin Sergi du Groupe. Ouais, je crois qu'il y a une étude en cours, il me semble. Oui, Des lancers. Que la formule retenue pour la ZAC, pour la gestion des CMOP, peut-être que dans un secteur, la gestion sur le chaleur sera différente, selon l'équilibre économique de l'opération. Voilà pour l'orientation numéro 1. Si vous n'avez Oui, juste une question par rapport à tout ça. Il y a beaucoup, j'aimerais savoir la signification de permettre l'implantation, permettre la réalisation. Comment vous voyez se permettre? Parce que je vois quelque chose qui me permettre la réalisation de projets d'équipement sportif. Dans quelle situation, dans quelle mise en œuvre vous pourriez aider? En fait, là, on parle d'un projet qui est en lien avec un document d'urbanisme. Pour être très concret, c'est le zonage en fait. C'est-à-dire sur un secteur, avoir une zone, par exemple, de UE pour des équipements qui permettent l'implantation d'un terrain de foot, d'un terrain de rugby ou d'un vestiaire. Ça, c'est le sujet d'urbanisme. Après, si c'est un sujet plus de maîtrise d'ouvrage, enfin, d'accompagnement au montage du dossier, la communauté de communes peut aider les boîtes sur la petite commune. Et après, financièrement, c'est encore un autre sujet. C'est la même discussion. Oui, parce que nous, à la réflexion, on souhaite avoir des zones UE plus grandes, justement pour éventuellement des équipements de sport qui pour le moment ne sont pas encore déterminés, mais on pense que la ville aura besoin dans l'avenir de zones, donc des zones que l'on avait en 2 ENA peuvent être transformées en zones UE parce qu'elles sont aux abords immédiats de la densité des habitants. Donc je te dis ça en passant, parce que ça va dans le même sens que la question. Orientation de promouvoir le PIGEX au sein de la métropole genevoise, le volet économique du projet, qui repose dans un premier temps sur l'offre touristique. On a apporté une modification pour décrire les activités de Voltaire. Donc nous parlons de développer les activités autour de Voltaire et dans une sous-action de valoriser le château de Voltaire, ce qui n'est pas la même chose. Est-ce que ça pressent des dépenses d'accompagnement pour des parkings autour du château de Voltaire? Je ne sais pas, je soupçonne, hein. C'est pas du tout... Mais nous sommes toujours dans l'écriture d'un plan zonal et d'un règlement de PLU. Oui. C'est-à-dire qu'on puisse permettre autour du château de Voltaire de pouvoir créer un parking, par exemple. Oui, mais inscrit de cette manière-là, bon, ça laisse supputer. On peut. Donc d'affirmer le rôle de Fort-l'Écluse comme dans son rôle d'animation aujourd'hui et comme un rôle vecteur de l'identité gessienne, d'affirmer le tourisme et le loisir actif du Jura en ciblant le public familial. C'est l'ensemble des actions qui sont entreprises aujourd'hui sur le col de la Faucille, à travers le développement d'une offre de 4 saisons sur le col de la Faucille, à travers le développement de la Via Valserina dans la Valserine et à travers la promotion globale des actions des Monts Jura. De faire la promotion de Divan-les-Bains comme la capitale du bien-être et du permanisme. Et enfin, un sujet important, d'accompagner la vulgarisation des expériences scientifiques qui sont conduites aujourd'hui par le CERN et dont nous avons peu de retombées ou pas suffisamment, ou nous ne nous appuyons pas assez sur ces activités du CERN pour valoriser le territoire. Je crois que c'est 100 000 visiteurs par année qui visitent les activités du CERN, mais c'est plus aujourd'hui. Valoriser les pistes de santé accessibles. Moi, je reviens sur la ligne du Piémont, qui est quand même une
donnée essentielle, et puis qui est dans les moyens que nous avons dans le PGEX, hein, puisque on a appris que le GEX avait réalisé 4 km avec 240 000 euros de budget. Hein. Donc, c'est vrai que les habitants du sud du PGEX ne comprennent pas que cela ne se réalise pas. C'est vrai, honnêtement, alors on me dit, oh mais c'est pas suffisant, c'est pas assez large. Si, ce qui s'est fait là-haut sur GEX, c'est pour le moment en tout cas une position tout à fait acceptable que les habitants apprécieraient dans le centre et le sud du PGEX, c'est sûr. Quand on discute avec, y compris avec les élus, alors quelques-uns avaient dans l'idée d'avoir des pistes cyclables très larges, etc. Mais moi je veux dire que faute de grille, on mange des herbes, hein, c'est comme ça. Hein. Dans le même sens, là on se concentre sur le Jura, sur la Vatserie, mais je pense que même dans la plaine, on a beaucoup de potentiel de sentiers. Il suffit de regarder côté suisse, combien de sentiers il y a. Donc on pourrait aussi faire un réseau de sentiers de plaine. Y compris vélo, y compris VTT. Y compris vélo et VTT, mais aussi il y a beaucoup de potentiel. Il y en a même, mais ils ne sont pas répertoriés. Il y avait un potentiel qui passait des chemins piétons de Saint-Genis qui passaient sur le technoparc et qui traversaient sous la 2 fois 2 voies. Évidemment, on n'en entend plus parler parce que c'est à Saint-Genis. Mais si on arrive à ça, je vous signale qu'on est en raccord avec toutes les communes du Mandement, hein, avec des pistes cyclables. Donc ça, c'est aussi des données importantes, absolument. On a noté comme remarque, peut-être réapparaître. Oui, ce qui serait... Sur la partie, pas que le Mont Jura, mais sur la partie plaine. Toujours sur l'offre touristique, nous avons complété le développement du tourisme autour du patrimoine en y ajoutant la mention bâti qui fait référence à des monuments historiques, et nous avons pris comme exemple le château de Besançon qui a aujourd'hui un projet touristique majeur sur le territoire. Ensuite, sur la structure d'hébergement, là aussi des modifications ont été apportées par le débat de décembre. On ne parle pas de créer une offre de logement, mais plutôt de permettre une offre de logement, toujours dans le même esprit. C'est la communauté commune qui a créé les hôtels. Et nous avons également complété les exemples sur l'offre d'hébergement insolite ou plein air en parlant des aires de camping-car, parce que c'est un de notre part, et qui semble-t-il c'est aujourd'hui devenu un élément indispensable pour développer du tourisme dans nos secteurs. Sur la rénovation de l'immobilier touristique ancien de la Val-Serine et sur la vocation pérenne des espaces touristiques et laissés hors saison, il n'y a pas eu de modification. Sur le développement commercial, on reste sur nos 4 grandes actions: dynamiser les centralités commerçantes des communes, organiser le développement commercial autour des 4 grands pôles commerciaux, restructurer et optimiser les autres zones commerciales du territoire et imposer aux zones commerciales un traitement urbain qui garantit d'une part la cohérence architecturale et d'autre part une insertion paysagère et environnementale qualitative. Toujours dans l'économie, l'idée c'est de pouvoir aussi s'appuyer sur le développement économique en lien avec les activités tertiaires et le CERN, notamment en s'appuyant sur l'opération de Voltaire, en s'appuyant sur la Cité internationale des savoirs pour développer des pôles de compétences diverses, en confortant le technoparc de Saint-Genis et en y prévoyant une extension sur Technopolis à terme. C'est un ajout qui a été fait à la demande du Conseil communautaire. Développer les activités aéroportuaires en lien avec l'aéroport international de Genève et requalifier les zones d'activité économique du territoire, notamment en repensant l'insertion architecturale de ces zones, en optimisant le foncier dans ces zones d'activité économique, en investissant des actions dans les bâtiments vacants et dans les friches qui existent actuellement, et enfin en encadrant le nombre de logements dans les zones d'activité existantes. Oui, non, il y a matière à débat, c'est vrai, parce que toutes les zones d'activité ne se ressemblent pas. On a parlé de la zone de la Vendôme,
mutation. Il faut essayer de réfléchir comment, parce que la réalité, c'est que oui, c'est différent d'une zone à l'autre. Alors, la proximité de certaines activités qui sont, elles, pas très bien placées, on peut parler j'en sais rien, d'un mécanicien de poids lourd ou bien d'un carrossier, hein, mais ça n'empêche pas les mutations autour. Hein. C'est, à mon avis, et là aussi, c'est aller dans le sens de limiter la tâche urbaine, hein, de voir, ça me semble, alors, il y a bien sûr la compétence sécurité, la Cité internationale des savoirs, on aura tout vu, on aura tout entendu à ce propos. L'école sur le centre de formation pour la sécurité de l'Union générale, hein, qui est venu nous expliquer ce qu'était la sécurité, oui. En tout cas, peut-être la sécurité militaire, il la connaît, mais là, je doute encore de cela, parce qu'on investit, la communauté de communes investit dans cette donnée-là, pour former des gens qui vont aller faire en privé, de la sécurité ailleurs. Je ne sais pas, mais j'espère que si cité des savoirs il y a, elle ne se résumera pas à ça. Alors, je peux même compléter qu'elle ne se résumera pas à ça. Très clairement, il y a d'autres thématiques aujourd'hui qui sont envisagées pour créer des écosystèmes emploi, formation. C'est la question du commerce, parce qu'aujourd'hui, on va sur notre territoire voir se développer des structures commerciales, avec des métiers qui évoluent également dans le commerce. La question de l'énergie, qui est un vrai sujet, je pense, sur un territoire où on peut porter des sujets de formation, une question aéronautique également. Donc, on a cité la sécurité parce que ça fait partie des sujets abordés en fin d'année dernière, qui vont largement être compris. Sur l'esprit entrepreneurial, toujours dans l'économie, donc favoriser l'esprit entrepreneurial, c'est le développement du technoparc de Provence, et la création de 3 villages d'entreprises répartis de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire, de développer ce que nous appelons le pôle de l'entrepreneuriat sur le technoparc. Nous avons également modifié la terminologie de la recherche liée au CERN, en parlant de recherche fondamentale et non de recherche nucléaire. C'est une remarque faite à différents conseils municipaux. Et enfin, favoriser l'émergence d'une e-économie dynamique. Ça n'a pas fait l'objet de modifications. Juste ce que vous dites sur l'écran, c'est bien. Dans le document, il dit toujours recherche nucléaire fondamentale. Page 29. Ça sera modifié là. Le problème avec l'esprit entrepreneurial du PGEX, c'est de savoir quand est-ce qu'on va arrêter de liquider les zones d'activité qui avaient été mises en place dans les mandats précédents pour imaginer d'autres secteurs à équiper, parce que aujourd'hui il y a un manque flagrant de zones artisanales, hein, pas partout dans le PGEX, c'est le centre et le nord du PGEX. Alors qu'est-ce qui va être prévu à ce propos? Moi je trouve que là, bon, c'était assez facile de liquider le capital existant. Le problème, c'est de savoir à quel endroit, comment est-ce que l'on peut avoir une réflexion pour, alors y compris imaginer les nouveaux systèmes de non-vente, de mise à disposition, etc. Mais pour le moment, on ne s'occupe pas de ça. Hein. Je crois que c'est des débats que vous avez peut-être en commission économique. Moi, je suis là, me semble-t-il. Non, mais il n'y a pas d'avancée. C'est de justement conserver le foncier et de trouver un système qui permet de développer de l'activité économique en gardant la maîtrise foncière. C'est développer le foncier ou l'immobilier économique. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises chez nous ne sont pas dans le truc elles n'ont pas les prêts, elles n'ont pas le foncier. Hein, les petites entreprises. Par contre, on peut effectivement mettre à disposition. Alors, c'est le problème des ateliers avec des logements, hein, mais qui doivent être structurés avant d'être cédés à des entreprises, à des entrepreneurs. Ça va être un vrai débat, hein, parce qu'aujourd'hui, quand un artisan demande où il peut s'installer, on n'est quasiment pas capable de lui donner des réponses. Hein. Le dernier point sur
l'activité économique. Donc, le Conseil communautaire a décidé de ne pas retenir dans le PADD le fait d'organisme dans le PA de revenir à l'année 20. Une proposition a été faite d'élargir la préservation de l'activité agricole avec une action sur l'ensemble du foncier agricole et pas uniquement le foncier à haute valeur agronomique. Et une sous-action a été ajoutée qui vise à prendre en compte les circulations agricoles dans les choix d'aménagement qui sont faits dans le cadre du PLU intercommunal. Et enfin, il a été précisé que nous devions permettre l'exploration en vue de la création et de la réhabilitation de carrières existantes. Voilà pour l'orientation numéro 2. Enfin, la dernière orientation, qui est la numéro 3, qui est retrouver l'authenticité de l'identité PCM et qui vise d'une part à définir des limites pérennes à l'urbanisation, de traduire les objectifs des trams verts et bleus sur l'ensemble du territoire, notamment en préservant les réservoirs de biodiversité, en préservant les connexions entre les réservoirs de biodiversité, en protégeant les zones humides, en assurant la préservation des cours d'eau, en évitant la fermeture des milieux ouverts par l'empêchement, notamment dans les secteurs d'élevage et dans la vaccerie, en assurant l'entretien des espaces verts. Voilà pour quelques exemples des actions qui seront traduites dans le cadre du PLU intercommunal sur cette thématique de la protection des paysages. Un autre sujet important, c'est l'amélioration de la qualité paysagère des axes de communication structurants, notamment en menant un travail sur l'ouverture visuelle de ces axes en direction du grand paysage, et également en travaillant sur le contrôle de l'implantation des dispositifs publicitaires qui existent aujourd'hui sur l'un de ces axes, souvent. Et ça sera l'objectif de la présentation suivante sur les orientations du règlement local de publicité intercommunale. Et enfin, sur l'aspect patrimoine local et architectural, il s'agira de retrouver une identité bâtie, d'une part en ayant une protection dynamique des bâtiments qui présentent aujourd'hui un intérêt sur le territoire, en permettant leur mutation, en préservant le petit patrimoine bâti qui structure en fait les villages aujourd'hui, qui peuvent être des fontaines, qui peuvent être des croix, qui peuvent être du petit mobilier urbain, et de passer d'une approche floue à une approche plus dans le cadre des aménagements urbains, et enfin de marquer les entrées du territoire en ayant des actions spécifiques pour un traitement de ces secteurs qui sont aujourd'hui pas forcément mis en avant, qui ne sont pas forcément valorisés, qui sont la première image que les visiteurs ont quand ils pénètrent sur le paysage. Voilà très rapidement brossé les éléments du PADD et du PADI. Je me suis plutôt attaché à vous présenter ce qu'il y avait, fait la modification, et je ne sais pas s'il y a encore des questions par rapport à ce document, des questions complémentaires par rapport à celles qui vous avez posées durant le débat. On a posé, oui, au fur et à mesure de la discussion des questions, probablement qu'il y en a qui vont mûrir, hein, c'est ce qui est logique, le document, il est fait pour ça. Donc, si demain il y a des réflexions qui viennent abonder, soit on les transmettra, soit on aura à nouveau une réunion de travail. Il peut y avoir des éléments qui sont encore apportés au conseil communautaire. Par exemple, c'est les communautaires qui sont issus du conseil municipal pour des sujets qui n'auraient pas été abordés ce soir. Ok. Je ne voudrais pas. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on est un petit peu dans un rythme, hein, là, parce qu'il y a l'horaire, mais ça n'empêche absolument pas de revenir sur des questions, sur des interrogations plutôt, qui n'ont pas satisfait les uns ou les autres. Hein, c'est pas. Voilà. Très bien. Alors, on peut peut-être passer. Allez-y. Est-ce que, je ne me souviens pas, est-ce que vous avez nommé un secrétaire de séance? Non. Non. On n'en a pas nommé, mais ça va être fait immédiatement. Il n'y a pas de problème.
Qui insiste pour être secrétaire de séance? Madame Dassin, ça vous va? Monsieur Bouget, puisque vous êtes intervenu tout de suite, est-ce que d'habitude c'est vous aussi, hein, madame, si vous en êtes d'accord, les trois sont nommés, hein, madame. C'est judicieux que ce soit moi qui soit secrétaire de séance. Écoutez, si c'est pas judicieux, on va demander à quelqu'un de votre minorité. Qui est-ce qui est d'accord? Oui, madame Bouclier. Donc voilà, monsieur Bouget, madame Bouclier et madame Dassin. Très bien. Ok. Nous pouvons passer à la présentation du document suivant, qui est l'orientation de... Les orientations. Les orientations pour les... Oui, on a... Alors, est-ce que tu veux lancer tout? Non. Non, mais en fait, moi, je pense que je vais laisser les deux collègues. Non, 2 minutes. Ah, 2 minutes. très bien. Je réponds aux questions avant la présentation, là. C'est parce qu'on connaît la... je crois qu'aussi tu connais un peu la présentation. Donc, on peut passer à une question. Oui, mais je pense qu'après, il faudra que peut-être on peut... Oui, on reviendra après. Okay. C'est simplement à propos des DRAS, les TAT à l'entrée de Saint-Genis. Et nous, on souhaite que ce secteur soit aussi inclus dans le règlement de publicitaire. Dans la mesure où rien se fera, il n'y aura pas d'application. Dans la mesure où quelque chose se ferait sur ce secteur, il faut que le règlement s'applique aussi. C'est pour ça qu'on demande à ce que le règlement prévoit, y compris les DRAS et les TAT, c'est l'entrée de Saint-Genis, là où il y a le terrain de rugby. Hein? C'est-à-dire que, alors, suivant l'évolution des dossiers qui sont en cours, il faut que le même règlement s'applique là-bas, dans un tel cas. Pour répondre, effectivement, ça anticipe l'étape qui est en cours aujourd'hui, qui est celle du zonage et du règlement sur le RLPI. On essaye de faire coller au zonage au règlement du PLU intercommunal. Aujourd'hui, les mesures du règlement sur le RLPI et sur le PLU sont dans une version de juin, de mémoire. Il y a eu des réunions qu'on avait mentionnées pour des questions de pré-arbitrage de choix. Et en fait, on arrêtera, contrairement à ce que vous indiquez, je pense, le RLPI en même temps que le PLU intercommunal pour ne pas se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire que si à un moment il y a un secteur, donc on note la remarque ce soir, si à un moment il y a un secteur qui aujourd'hui dans les discussions que nous avons, je parle de manière générale, n'est pas prévu comme constructif, et que demain il est dans le cadre du futur PLU intercommunal parce qu'il a fait l'objet de discussions et que ça a été validé, il ne faudrait pas que la réglementation locale de publicité et que ce soit une réglementation locale qui ne soit pas en cohérence avec le règlement du PLU intercommunal ou du zonage. En gros, il ne faudrait pas qu'on puisse... Ben oui, mais on va s'appliquer ça alors à toutes les zones où ce n'est pas déterminé ou défini. C'est pour ça que j'ai élargi la question. Enfin, ma réponse, en fait, le cas qui est présenté ce soir sur les DRAS, on le retrouve dans d'autres communes parce que la concordance aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait réglée. C'est la raison pour laquelle nous avons ajusté un peu le calendrier et plutôt que d'avoir un arrêt du RLPI à l'automne, donc novembre, il est plus judicieux d'avoir un arrêt du RLPI qui se fait concomitamment à celui du PLU intercommunal pour avoir une cohérence dans les différents types de zonage. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans des loupés entre un secteur qui ne serait pas constructif, qui serait référencé comme hors agglomération en construction dans le cadre du PLU. Nous, c'est le point sur lequel on a effectivement une remarque. Pour ce qui est des autres points, moi je l'avais manifesté dès le début, je crois qu'effectivement on a besoin de ce règlement sur la publicité, le même règlement dans tous les textes. Ça me paraît s'imposer en vue par exemple là il est dit aussi pour les opérateurs immobiliers, il est dit aussi pour tous ceux qui momentanément polluent le truc. Je trouve que oui. Alors il y aura peut-être bien des réactions des professionnels, j'en sais rien, à propos de ça. Il faudra peut-être les écouter avant de le clore. Hein? Parce que
moi j'aimerais savoir les questions que les professionnels ont posées à ce propos. Parce que, évidemment, vous pouvez avoir des réponses, mais nous, on aimerait connaître les questions. Pour aujourd'hui, concrètement, on a organisé des réunions avec l'ensemble des publicistes, avec l'ensemble des unions commerciales. On a invité. Je crois que pour une dernière réunion publique, on a eu 500 invitations. On avait 20 personnes. Donc on voit que Non, mais il y a une volonté d'appliquer quand même des cette manière de partager en fait notre volonté de réglementer ne fonctionne pas, donc on a encore cet automne pour pouvoir continuer à essayer d'approcher les entreprises. Et sur les annonceurs, on a eu des réactions, et notamment une réaction d'un annonceur qui s'étonnait de la suppression de panneaux qui font 10 mètres carrés de surface et qui sont situés à l'entrée des zones d'activité. On a un fermé Voltaire, on a un Thoiry, des panneaux roulants. Mais là, sur la London, je pense. Il y en a peut-être un sur la London. Et il était inquiet de voir ces panneaux-là supprimés. Je vais voir que c'est un investissement assez important. Oui, mais il y a un temps de mise en place, hein, c'est pas spontané. 2 ans. Je suis désolé, je vous laisse mes collègues pour la fin de cette présentation. Je m'excuse de devoir vous quitter. Je vais commencer la présentation après. Merci pour votre attention. Je fais une conférence, parce que moi, je suis président de D'accord. je t'ai fait passer l'histoire. Il faut donc clore le débat sur le PADD, monsieur. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, c'est pas moi qui le clôt, c'est Vincent qui s'en va. Donc, très bien. Alors, nous pouvons passer au point suivant, qui est effectivement le RLPI. Voilà, donc vous l'avez vu dans la présentation du PADD, l'une des orientations, c'était d'accroître la qualité paysagère de notre PGEX. Donc ça passe par la mise en place d'un règlement local de publicité intercommunale, sachant que certaines communes disposent déjà d'un règlement local de publicité, donc dont s'agit. Il y a 11 communes sur notre territoire qui ont déjà un règlement. Donc pour les autres, nous dépendons d'un règlement national de publicité. Donc là, il s'agit de mettre en place un règlement intercommunal de publicité. La prescription a été faite en mai 2017. Nous avons d'ores et déjà fait un diagnostic et à partir de ce diagnostic, 5 orientations se sont dégagées. Et donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de passer en revue ces 5 orientations. Voilà. Donc, le rappel des orientations qui va venir peut-être en arrière, c'est l'orientation à permettre l'expression publicitaire et la visibilité des activités tout en garantissant la qualité des paysages. La 2, c'est améliorer la qualité des zones d'activité, à savoir commerciale, industrielle et artisanale. En 3, améliorer l'image des axes principaux et des entrées de bourgs, villes et territoires afin d'offrir une première perception agréable aux visiteurs sur le territoire. En 4, valoriser la qualité paysagère, architecturale et esthétique des villes et notamment des centres-bourgs. Et en 5, porter une attention particulière au secteur en jeu du territoire qui présente un besoin d'affichage. Alors on les passe en revue et vous verrez que dans toutes les orientations, le fond reste le même, c'est-à-dire privilégier la qualité, la lisibilité des dispositifs et l'encadrement des dispositifs. Donc l'orientation 1, c'est permettre l'expression publicitaire à la visibilité des activités tout en garantissant la qualité paysagère. Donc je vous la passe rapidement en revue puisqu'il s'agit de permettre une bonne intégration des dispositifs dans le tissu urbain. Donc en termes de format des enseignes, surtout, là ce qui vous est indiqué, c'est encadrer le format des enseignes temporaires des opérations immobilières. Éviter la prolifération des enseignes immobilières, ça c'est un des axes importants. J'ai de la peine à lire en vert de loin, là, comme ça. Merci. Donc, règlement
précédemment. Donc pour l'instant, on est comme le PABD, organisation. La 2, là nous parlons des zones commerciales, industrielles et artisanales. Donc là, il s'agit d'encadrer les enseignes et les préenseignes peu qualitatives. Je vais revenir un petit peu en arrière, savoir que sur notre territoire, il y a... Non, non, je ne reviens pas. Sur notre territoire, nous avons 60% des publicités qui ne sont pas légales, 30% de près... 80... Non, qui ne sont pas légales, non conformes. Non conformes, 88% des préenseignes qui ne sont pas conformes et 30% des enseignes qui ne le sont pas non plus. Donc l'intérêt de travailler sur un document comme celui-là. Donc, toujours l'harmonisation des dispositifs en termes de format et d'aspect, éviter la prolifération des dispositifs, promouvoir et valoriser les dispositifs communs uniques comme éléments de repère à l'échelle du territoire, à l'échelle de chaque zone de publicité, c'est-à-dire mutualiser les enseignes, harmoniser les enseignes en façade, limiter la densité des enseignes du sol. Il est question aussi de mettre en place une signalétique d'information locale pour assurer la visibilité des entreprises. Mais ça c'est une recommandation qui est hors RLPI parce qu'on s'aperçoit que dans toutes les communes ont leur propre SIL. Donc il avait été question également au départ d'organiser les SIL, mais ça n'a pas été retenu par les communes. Rechercher l'intégration et l'esthétisme des enseignes, c'est-à-dire toujours en termes de, par rapport à la cohérence, c'est-à-dire l'implantation, le gabarit, le format. Donc on revient toujours dans les mêmes thèmes par rapport, mais ce sont les zones qui sont différentes. L'orientation 3, là il s'agit de travailler sur l'image des axes principaux des entrées de bourgs, villes et territoires, première perception des visiteurs, encadrer les dispositifs à proximité des entrées de villes sur les axes et les territoires, toujours pour préserver les vues, alors toujours en termes d'interdire l'implantation des publicités préenseignes pour préserver les cônes de vue, privilégier les hauteurs faibles dans ce cas de figure pour les enseignes au sol. Réguler la densité des dispositifs sur les axes majeurs pour assurer la visibilité des paysages alentours. Il a été donc décidé de mettre en place des mâts communs afin de réduire la perception de surdensité, de dispersion spatiale des dispositifs. Privilégier une implantation murale des enseignes pour libérer de l'espace dans le champ visuel, améliorer et harmoniser leur typologie, toujours implantation, qualité esthétique. Et préserver le cadre de vie des zones à vocation résidentielle, c'est-à-dire là, limiter les dispositifs au sol et encadrer leur superficie. L'orientation 4 concerne la valorisation paysagère, architecturale et esthétique des villes et notamment des centres-bourgs. Toujours pareil, assurer la mise en valeur des éléments patrimoniaux en harmonie avec la lisibilité des commerces. Encadrer la publicité, toujours la même chose, en termes de typologie, de taille, de saillie, de forme des dispositifs afin de créer une harmonie esthétique. Homogénéiser les enseignes commerçantes à poser sur les façades de caractère patrimonial en termes de sobriété, de simplicité, de couleur, de respect du rez-de-chaussée, de densité. Interdire ou limiter la publicité en dehors des centres-villes, c'est-à-dire en encadrant les chevalets, et réglementer l'implantation des publicités lumineuses et anticiper les évolutions techniques des moyens de diffusion. C'est également mettre en place un dispositif commun, signalétique d'information locale pour les commerces, services et infrastructures, mais qui est, comme je vous le disais précédemment, dans l'orientation précédente, sera hors RLPI. Et limiter à travers le RLPI tout autre type de publicité afin de promouvoir au mieux la cible et toujours en privilégiant une cohérence d'ensemble à l'échelle du PIGEX. Et l'orientation 5, la dernière, donc c'est porter une attention particulière au secteur à enjeu du territoire qui présente un besoin d'affichage, toujours en assurant la visibilité des secteurs, sans compromettre leur qualité. Alors il s'agit de permettre une dérogation du régime publicitaire au sein du PNR sans en compromettre l'intérêt patrimonial, paysager et naturel, c'est-à-dire encadrer les modalités d'implantation, la taille et la forme des dispositifs, privilégier une cible commune au PNR du Haut-Jura, notamment par l'élaboration d'une charte signalétique. Et
Il s'agit également d'assurer la visibilité des activités touristiques situées hors agglomération. Là aussi, là encore, il s'agit d'une recommandation hors RLPI. En mettant en place une cible pour ce type d'activité et en définissant des règles pour assurer l'implantation harmonieuse du dispositif sans compromettre l'identité, la qualité des sites d'exception, tels que la réserve naturelle de la chaîne du Jura, les sites patrimoniaux. Et en dernier lieu, autoriser la visibilité des activités touristiques en agglomération, c'est-à-dire en encadrant l'implantation des dispositifs pour ne pas compromettre l'identité du paysage et des sites, comme exemple d'Iron-les-Bains, Fernier-le-Terre et les communes de Terre-à-Lascaux. Voilà les 5 orientations qui seront ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, déclinées dans un document qui posera des règles. Sachant que je vais juste vous dire que par rapport au calendrier, voilà. Donc là, nous vous présentons dans les conseils municipaux. Normalement, novembre 2018, il sera présenté au conseil. Ah oui, en janvier, il sera présenté au conseil communautaire pour arrêt. Ensuite, il y aura donc enquête publique et avis des personnes publiques associées avant son approbation. Sans doute dans les mois qui suivent. Peut-être le mois de juin ou le mois de septembre. Voilà. Sachant également que, parce que c'est souvent demandé, qui va appliquer le RLPI. Alors, donc le J'ai vu que c'est le maire. Voilà. Oui, Voilà. Cette fois, c'est plus le préfet, c'est... Non, voilà, ça n'est plus le préfet, c'est le maire. Ce qui est demandé également, ce qui revient fréquemment, c'est est-ce que on ne pourrait pas mutualiser, essayer de trouver un moyen pour que ce règlement soit appliqué sous forme de mutualisation. C'est-à-dire comment se forme C'est parce qu'il y a des petites communes il y a des maires qui ont exprimé d'exercer leur pouvoir de police. Je crois que ce n'est pas possible. Ouais, On ne peut pas déléguer le pouvoir de police. Donc la question a été posée. La question est posée régulièrement. Non, je pense que le service urbanisme peut donner les éléments aux communes pour réagir, mais le pouvoir de police, c'est le seul qui n'est pas possible à transmettre. Est-ce qu'il y a des petites communes qui n'ont pas de police municipale et qui se posent la question? Oui, non, mais si les services préparent l'action à intervenir, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une police musclée, il s'agit d'avoir les textes qui permettent d'imposer. Après, il y a une plainte, voilà. Oui, d'accord, je suis d'accord. C'est ça la forme du plan. Voilà. Excusez-moi, j'ai juste une question, parce que je n'ai pas vu de tout ce qui a été montré et dit. En ce qui concerne les enseignes de dynamique et conformant, on en avait discuté quand on avait étudié le règlement de publicité. Alors là, monsieur Parce que Boucher. je ne vois rien du tout. Non, mais monsieur Boucher, là, il s'agit des orientations. C'est comme le PADD, il Oui, mais s'agit ça des va se orientations. traduire. Ensuite, Alors, ça apparaît plus tard dans le règlement. dans le Je crois que c'est une question dans les autorités dans les zones d'activité stratégique. Oui, mais bon, il y a des questions qui sont très bien passées, c'est ça. Bon, je pense Après, oui, bien sûr, ça, c'est on a l'occasion de revenir, mais enfin, là, je vois rien du tout. C'est pour ça que je Là, il y a aussi il y a des questions qui se posent quand on évoque l'intention d'anticiper les évolutions technologiques sur le publicité. On a parlé tout à l'heure des grands panneaux avec des publicités qui tournent. C'est ça, c'est l'exemple de ça. Non, mais je veux dire, si. Non, mais les publicités numériques, c'est pas une même qui tourne, c'est des écrans. Non, moi je parle à dynamique, c'est ce qu'on voit, tout d'un coup, il y a des choses qui se passent. On voit du cinéma. Ah, vous prenez comme exemple le panneau de Bien sûr, ça, c'est pas du tout ça, c'est du cinéma. Oui, voilà, donc. Les jeux aussi, ça peut être aussi. On en avait parlé, bon, je ne sais pas dans quel cas ça va se trouver, mais ça serait évidemment un code du Je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a la taille qui bien sûr Oui, voilà. qui poser des questions de sécurité, mais il y a aussi l'aspect qui fait que si on ne met pas des affiches, on ne peut moins pâter aussi. Donc je dirais, bon après il y a la pollution lumineuse qui intervient aussi, donc je veux dire, il y a tout un ensemble de choses. Voilà. Ok, Mais ça, voilà, c'est un... mais si vous le souhaitez, à partir du moment où le document sera élaboré, on pourra venir vous le présenter. Bon, je pense qu'on On aura l'occasion d'en discuter, bien sûr. Voilà. Là, j'avais une question dans la suite aussi. Donc, vous parlez de protection du paysage. Oui, ça revient sans cesse. Et la
pollution lumineuse, Ça, c'est... c'est à Ah oui, mais Ça c'est sera aussi encadré maintenant par la loi. Par exemple, les enseignes qui Oui. sont allumées toute la nuit. Voilà, Voilà, c'est il y a- la- Il y a eu un recensement. Voilà. Tout ça, ça Il y a eu sera un- traduit dans le règlement. Il y a eu un recensement de ces enseignes parce que c'est la loi là, qui s'applique. Ce ne sera pas le règlement. Elles doivent éteindre, elles doivent s'éteindre Oui, oui. à 11 heures. Normalement, on devrait déjà l'être. Oui. Mais le problème, c'est Il y a eu une visite déjà de contrôle et ils ont un délai pour se mettre. Oui, oui, absolument. Oui. Mais Oui, donc, c'est pour le les- pouvoir de police du préfet Bah, qui comme- s'applique. Non, la maison médicale, elle est éclairée à minima pour la sécurité. Qui Oui, reviendra. c'était pas du tout un éclairage Le pouvoir de police qui est promotionnel. Hein. Oui. On leur a demandé, et ils ont, alors les lettres qu'ils ont mis, paraît-il, éclairent au minimum. Et c'est vrai qu'on voit que ça. Hein. Voilà, Voilà, Ah, si, donc. il y a très bien. Je me permets de vous quitter également pour aller à l'agence. À moins qu'il y ait d'autres questions à laquelle... Non, enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce sujet-là. S'il n'y a pas d'autres questions, nous te remercions. C'est moi qui vous remercie. Nous te libérons. C'est très gentil. À très bientôt. Voilà. Tu vas terminer aussi. Non, je vais absence. Ah, ça, c'est qu'il a dit. On fait une commune par chacun. Donc, oui, chacun. Bonne soirée à tous, bonne continuation. Eh bien, écoutez, Bonsoir. on se- Écoutez, c'est 7h30. Si vous en êtes d'accord, on enchaîne directement sur le conseil municipal. On laisse évidemment 2 minutes de pause. Alors, si vous voulez. Parce qu'on ne va pas attendre que ça vienne comme ça. On va passer des annonces sur quoi. C'est un internet. Mais pour l'emploi, oui.
Président. Très bien, écoutez, est-ce que tous nos collègues sont revenus? Oui. Non? Si? Très bien. Je vais pas vous refaire le tous les présents, les procurations. Donc, nous pouvons passer au point 1 de l'ordre du jour du Conseil municipal du 2 octobre à 19h30. Donc, approbation du PV de la séance du 4 septembre. Nous n'avons pas eu de remarques, donc nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Ce PV est approuvé à l'unanimité. Délibération suivante, administration générale, élection des membres du conseil d'administration du CCAS. Donc, on a convenu de faire une élection comme on l'avait faite au début du mandat, c'est-à-dire que il y a il y a 4 de la liste majoritaire, une personne de la liste minoritaire, je les cite, Madame Mullier, Madame Laurent, Madame Bucheguer, Madame Penzo, Madame Gonzalez. Dites non, c'est féminin, plein pot. Hein. Donc, si vous en êtes d'accord, nous ne voterons pas à bulletin secret. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il suffit qu'il y ait une personne qui ne soit pas d'accord pour qu'on soit obligé de voter à bulletin secret. Si vous êtes d'accord, donc nous allons voter à main levée donc, pour l'ensemble de ces candidats. Est-ce que, alors je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord de ces candidats? Très bien. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des contre? Parfait. Eh bien, je félicite, c'est Madame Mullier, Madame Laurent, Madame Bucheguer, Madame Penzo, Madame Gonzalez. Je crois qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ensuite, le deuxième point, c'est l'embauche et la rémunération des agents recenseurs. Alors, vous avez eu toute une explication sur la rémunération des agents recenseurs à raison de 3,50 € brut par habitant recensé, de rémunérer les heures effectuées durant les journées de formation et de préparation au taux horaire correspondant au premier échelon du grade d'adjoint administratif deuxième classe, d'octroyer en fin de collecte une indemnité éventuelle de 160 € brut maximum dont l'attribution reposera sur les 4 critères suivants: réalisation de l'intégralité de la mission dans les délais, rapidité, fiabilité des renseignements collectés, respect de la méthodologie, qualité des relations avec les habitants. Donc on embauche des gens parfaits. Est-ce qu'il y a des remarques à propos de cette rémunération? Je voudrais vous rappeler que nous recherchons tout le temps des agents recenseurs. Évidemment, tous les candidats qui se présentent ne seront pas forcément retenus, parce qu'évidemment, il y a quand même un échange à propos de la qualité, en tout cas apparente, des candidats. Voilà, est-ce que nous pouvons passer au vote s'il n'y a pas de questions à ce propos? Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la convention d'objectifs entre la commune et l'association sportive du collège Jacques Prévert. C'est le renouvellement de la convention. Bonsoir. Il est rappelé que dans le cadre des dispositions relatives à la transparence financière, l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsqu'une subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie.
définissant ainsi l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Le décret du 6 juin 2001 précise que l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €, étant entendu que cette somme s'apprécie en incluant des aides en numéraire et en nature. La commune a souhaité par ailleurs, dans certains cas, matérialiser également son intervention par la conclusion d'une convention d'objectifs avec l'association concernée. Une convention triennale a été conclue en 2015 avec l'association sportive du collège Jacques Prévert qui, se trouvant échue, a fait l'objet d'une nouvelle discussion avec l'association pour réaffirmer les objectifs communs de promouvoir les valeurs du sport et de la culture, de valoriser l'égalité homme-femme, de favoriser la place des personnes en situation de handicap, d'encourager à l'insertion des jeunes du quartier politique de la ville. Il s'agit également d'inclure le dispositif Pass Sport et Culture dans lequel la commune s'engage pour les jeunes de 0 à 21 ans sur critères de ressources en prenant en charge le coût de la pratique sportive, cotisation plus licence, musicale et théâtrale. Ce projet est joint en annexe. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention d'objectifs entre la commune de Saint-Louis et l'association sportive du collège Jacques Prévert, d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Les mises en œuvre de la délégation au maire, est-ce qu'il y a des remarques? Normalement, vous avez tous les éléments qui sont joints à cela. S'il n'y a pas de remarques, nous pouvons passer en information. Je voudrais déjà remercier celles et ceux qui ont organisé les 2 dernières manifestations à Saint-Genis. La manifestation Culture et Diversité qui était organisée à Bobby-la-Pointe et sous l'animation de M. Catrin, de Mme Penzo et d'autres ici présents. Et puis je voudrais aussi remercier celles et ceux qui ont pris part à la manifestation samedi de cette fête de réouverture du centre de vie de la ville. Les 2 se sont bien passés. On a eu une météo relativement favorable. Donc je voudrais vous remercier de votre investissement. D'autre part, alors ce qui est moins gai, évidemment, vous avez su, comme tout le monde, que le tram de Saint-Genis n'avait pas été retenu par les autorités suisses pour ce qui était de leur décision. Ça n'avait rien d'étonnant, on avait vu le rapport qui avait été fait précédemment, et leur argument principal, c'était, puisque du côté du département de l'Ain, rien n'a été fait, rien n'a été préparé, évidemment, les Suisses ont saisi cette opportunité, malgré l'engagement de M. Longchamp devant le président de la communauté de communes et devant moi, de dire dans tous les cas de figure, même si Berne ne paye pas, on a la possibilité de faire les 300 mètres qui manquent côté suisse et le reste côté français. Donc on a d'incroyables réactions en nombre des habitants qui ne comprennent pas comment se fait-il que le tram n'ait pas été retenu et qu'il est proposé, d'ailleurs sans aucune concertation avec la commune, il a été proposé d'étudier un BHNS, c'est-à-dire un transport à haut niveau de service, qui irait jusqu'au tram. Pour le moment, je sais que ce qui a été dit dans la presse, évidemment, on n'a eu aucune autre information, aucune autre participation, et on nous a même signalé à travers la presse que les travaux en cas de BHNS à travers Saint-Genis seraient à la charge de la commune, ce qui n'est pas demandé dans les autres communes traversées par le BHNS au nord. Voilà où nous en sommes. Évidemment,
nous sommes désolés de cela, insatisfaits, mais pas résignés. Vous savez, il y a un temps pour tout. J'ai ici les engagements qui avaient été pris par le représentant à l'époque, le président du Conseil général de l'Ain. C'était le 8 décembre 2014, où il précisait qu'il y a eu un investissement. Le département avait déjà constitué en 2014 une réserve importante sur l'enveloppe de la compensation financière genevoise, près de 17 millions d'euros. Cela ne représentait pas la moitié du projet global, mais quand même, ils ont décidé de retenir le projet à l'époque du tram. D'ailleurs, l'allocution d'ouverture de M. Mazuir, qui soutenait évidemment le tram, a été complétée par un propos de M. Paoli, qui lui aussi soutenait le PAC. J'ai d'ailleurs rencontré Gérard Paoli, qui, ce n'est pas le seul sujet, mais qui là-dessus marque en tout cas sa différence par rapport aux décisions départementales. Voilà, on peut le regretter, je crois que ça veut dire qu'il faut continuer le combat, parce qu'il s'agit évidemment d'un combat, il s'agit de faire valoir le point de vue des habitants, ce n'est pas le point de vue d'un tel contre un tel, c'est le point de vue des habitants, c'est eux qui attendent des moyens de transport. Quels étaient les arguments qui étaient décisifs? C'est que rien n'a été fait sur le rond-point Porte-de-France qui obligatoirement devra être modifié. Il n'y a pas eu l'ombre d'un commencement de travaux et effectivement pour le reste, eh bien, nous avons été, la commune de Saint-Gilles, les seuls à respecter les engagements que nous avions pris par rapport au contrat d'axe. On peut le regretter qu'il y ait des élus qui se font élire sur des thèmes, tout le monde soutenait le tram, et qui ensuite, eh bien, évidemment, ne respectent pas totalement leurs engagements. Voilà où on en est. Chacun de nous tire effectivement conclusion de cette donnée, mais évidemment pour nous, les dés ne sont pas jetés. Il y a du travail à faire. Nous allons arriver dans une période où l'argumentation va pouvoir s'étayer, évidemment, avec l'ensemble des engagements qui ont été pris par les responsables de cette opération. Voilà, mesdames et messieurs, la communication que je voulais vous faire. Elle n'est pas polémique, elle est simplement de faire un point d'étape et de dire demain, nous aurons encore à travailler sur ces problèmes de mobilité, de circulation, qui deviennent très honnêtement pour nos concitoyens insupportables. Insupportables, et il n'y a pas de doute que le rond-point Porte-de-France, l'entrée pour aller sur le tram, les stationnements qui se font n'importe comment, ce n'est pas Saint-Gilles, qui se font n'importe comment partout, parce qu'il y a besoin de ces aménagements de mobilité. Honnêtement, je comprends celles et ceux qui, matin, soir, subissent tous les inconvénients de ces non-décisions d'aménagement. Voilà ce que je voulais dire. Vous voyez, il y avait eu cette séance du 8 décembre 2014. On vient d'avoir une séance par le conseil départemental récente qui aurait bien mis 100 000 € pour les études, dans la mesure où le tram aurait été retenu, l'énormité de ces propos. Nous allons évidemment continuer notre action de lobbying à ce propos du transport en général, même si actuellement la ligne Y va rentrer dans un autre rythme, et tant mieux, et on se félicite de ça, parce que c'est une donnée d'attente, et aussi la nouvelle ligne qui va partir de Thoiry, Saint-Genis, Prefsaint, Ferney, évidemment, tout ça est très bien, mais ça ne solutionne que partiellement, même à peine, une partie des problèmes de mobilité. Voilà ce que nous voulons dire, travailler et essayer de trouver des solutions, même d'attente, mais de trouver des solutions qui feront qu'il faut dépasser ce qui est en train
de se produire dans le PJEX, c'est-à-dire que les équipements ne sont pas répartis, ou les moyens ne sont pas répartis équitablement. Voilà. Oui, au niveau des ronds-points, est-ce qu'il y a des études en cours? Alors on nous dit qu'il y a des études, on ne les a pas vues. On ne les a pas vues, les études, mais ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il y a des études. Hein. On les a demandées. On les a demandées, évidemment, au département. Hein. Et puis, voilà, donc c'est une des données. Alors on nous dit un temps, ben, ça sera dessus, ça sera dessous, ça sera par-ci, ça sera par-là. Pour le moment, on n'a rien vu parce que pour nous, c'est très important. Il n'y a pas que le problème du rond-point Port-de-France, il y a la desserte aussi du technoparc. Hein. Je rappellerai que ce n'est pas une petite donnée. Au même titre, il y a l'entrée du CERN qui a été corrigée sans que nous ayons été consultés ni informés. Si on a été informés, mais pas par les autorités, ni le département, ni la CCPG. Voilà, mais voilà où on en est. Écoutez, j'aimerais bien mieux vous annoncer des bonnes nouvelles. Ça, c'en est une on savait, hein, parce que quand on avait lu le rapport qu'avaient fait les Suisses, on ne pouvait pas être plus explicite. Hein. Ça, il était clair et net qu'ils n'allaient pas faire leur tronçon, puisque du côté français, rien n'était fait. Eux, ils ont 300 mètres à faire. Ce n'est pas les 1 km 200. Et le rond-point, parce que le rond-point reste quand même un sujet important. Voilà. Eh bien, écoutez, moi j'ai terminé pour les informations. Oui, c'est terminé, si vous êtes d'accord. On va des records. À 8h moins 5, on va commencer à 6h. Hein. Ah oui. Très bien, ben merci, monsieur, dame.